Le milliardaire était déjà à moitié sorti, son équipe de sécurité l'entourant comme un mur de fer. Il venait d'acheter l'hypothèque du restaurant uniquement pour le fermer, car le service était vraiment mauvais. Le gérant était en hyperventilation. Le chef priait et toute la salle était plongée dans un silence de mort. C'était fini. Mais alors, une serveuse calme et tremblante, qui n'avait pas dit un mot de toute la soirée, s'est mise en travers de son chemin. Elle ne s'est pas excusée en anglais. Elle n'a pas supplié pour garder son emploi. Elle le regarda dans les yeux et murmura 6 mots dans un dialecte si rare, si spécifique à la région où il avait grandi, que le milliardaire se figea comme s'il avait vu un fantôme. Ce qu'elle dit ne sauva pas seulement le restaurant. Cela révéla un scandale qui allait faire tomber un empire. L'humidité dans la cuisine en chêne doré était suffisante pour faire flétrir la laitue en quelques secondes. Mais c'était l'atmosphère de terreur pure qui rendait la respiration difficile. Hannah Dawson ajusta son tablier, essayant d'essuyer une tache d'huile de truffe sur sa manche. Elle travaillait ici depuis 3 semaines. 3 semaines de travail invisible. 3 semaines à se faire hurler dessus par Gavin Mercer, le directeur général qui portait un parfum, qui sentait l'ambition désespérée et les cigares rassis. La table 4 est vide. Gavin siffla en claquant des doigts devant le visage d'Hannah. Pourquoi la table 4 est-elle vide? Savez-vous qui sera assis à la table 4 dans 5 minutes? Hannah garda les yeux baissés. Monsieur Al-Mansour, monsieur. Tariq Al-Mansour. Gavin la corrigea, le visage rouge et tacheté. Il possède la moitié des voies maritimes de Dubaï et il est actuellement d'humeur à décaper la peinture des murs. Si son verre d'eau descend en dessous de la moitié, vous êtes viré. S'il doit demander le menu, vous êtes viré. Si vous respirez trop fort près de son falafel, Hannah, je veillerai personnellement à ce que vous ne travailliez plus jamais dans cette ville. Hannah acquiesça, saisissant le verre d'eau glacée filtré. Elle avait besoin de ce travail. Ses prêts étudiants pour son diplôme de linguistique la noyayant et les factures médicales pour la dialyse de sa mère s'empilaient sur le comptoir de la cuisine de leur petit appartement comme des congères. Elle n'avait pas sa place dans ce monde de cordes de velours et de mise à 200 $. Sa place était dans une bibliothèque ou sur le terrain à traduire des documents. Mais le travail de traduction était sporadique et le chêne doré payait des pourboires qui lui permettaient de payer ses factures. À 20 heures pile, les lourdes portes en chêne s'ouvrirent. Le restaurant se tut. Ce n'était pas seulement un homme qui entrait. C'était un système météorologique. Tariq Al-Mansour était plus grand qu'il n'apparaissait dans les tabloïds, vêtu d'un costume bleu marine sur mesure qui coûtait plus cher que toute l'éducation d'Hannah. Il ne marchait pas, il glissait, flanqué de 2 gardes du corps qui semblaient avoir mâché du gravier au petit déjeuner et d'un assistant personnel britannique à l'air nerveux, serrant une tablette. Gavin courut pratiquement jusqu'à la porte, s'inclinant si bas que cela semblait douloureux. « Monsieur Al-Mansour, c'est un véritable honneur. Nous avons préparé le coin privé. » Tariq l'ignora complètement. Il passa devant le directeur comme s'il s'agissait d'un poste de fleurs et s'assit à la table 4. Il ne regarda pas le menu. Il ne regarda pas la décoration. Il regarda sa montre. « Un whisky, » dit Tariq. Sa voix était grave, rauque et avait un accent qui trahissait les pensionnats d'élite suisse, mêlés aux accents durs du Golfe. « Blue Label sec, et dites à votre chef que je veux de l'agneau. S'il est trop cuit, je pars immédiatement, monsieur, » a couiné Gavin. Il a claqué des doigts pour appeler un serveur nommé Kevin. « Apportez le whisky, Hannah. Du pain maintenant. Le désastre s'est produit au ralenti. » Kevin, un serveur qui comptait généralement sur son charme et son physique avantageux, tremblait. Il a apporté le verre en cristal à la table sur un plateau en argent. Sa main tremblait. Alors qu'il posait le plateau, le verre glissa. Il ne se brisa pas. Cela aurait fait trop de bruit. Au lieu de cela, il se renversa, déversant 9 litres d'un liquide ambré coûteux directement sur le pantalon bleu marine immaculé de Tariq Al-Mansour. Le silence qui suivit fut plus assourdissant qu'un coup de feu. Kevin devint blanc comme un linge. « Oh mon Dieu! Monsieur, je suis vraiment désolé. Il tendit la main avec une serviette. Une erreur fatale. « Ne me touchez pas, » dit Tariq. Le volume n'était pas élevé, mais le ton était glacial. Tariq se leva, le liquide coulant de sa veste de costume sur le sol. Il regarda Kevin, puis Gavin, qui semblait être en train de faire une crise cardiaque.
On m'avait dit Tariq, sa voix résonnant dans la salle silencieuse, que c'était le meilleur établissement de Londres. Je vois maintenant qu'on m'a menti. Monsieur Al-Mansour, je vous en prie, supplia Gavin, les mains jointes. Nous paierons le costume. Le repas est gratuit. Laissez-moi faire, je vous en prie. Vous ne ferez rien, rétorqua Tariq. Il jeta sa serviette sur la table. Je vais acheter cet immeuble demain et la première chose que je ferai sera de licencier toutes les personnes incompétentes présentes dans cette pièce. Mes avocats vous appelleront. Il fit demi-tour. Les agents de sécurité pivotèrent avec une précision militaire. C'était fini. Le personnel regardait son gagne-pain sortir par la porte. Gavin sanglotait doucement. Kevin était figé. Anna se tenait près du comptoir, serrant un panier de pain chaud. Elle regardait Tariq se diriger vers la sortie. Elle voyait la tension dans ses épaules, la façon particulière dont il serrait les mâchoires. Ce n'était pas seulement de la colère. Elle avait déjà vu ce regard des années auparavant, lorsqu'elle vivait à l'étranger avec son père au Levant. C'était le regard d'un homme entouré de bruit, mais qui n'entendait pas la vérité. Elle ne réfléchit pas, elle ne calcula pas. « C'est dit Initiac », dit Anna. Sa voix était douce, mais elle résonna dans toute la pièce. Tariq s'arrêta. Sa main était posée sur la poignée en laiton de la porte de sortie. Il ne se retourna pas immédiatement. Il resta figé, les jointures blanchies sur le métal. La langue qu'elle avait parlée n'était pas seulement l'arabe. Ce n'était pas l'arabe standard moderne enseigné dans les universités, ni le dialecte égyptien entendu dans les films. C'était un dialecte rural spécifique de la région montagneuse entre les frontières du Levant, un dialecte parlé par moins de quelques milliers de personnes. Le dialecte de sa grand-mère. « Monsieur, vous avez oublié votre clé. » Il n'avait pas de clé. C'était une expression propre à ce village, une façon de dire que quelqu'un partait sans avoir réglé ses affaires, laissant son cœur derrière lui. Tariq se retourna lentement. Ses yeux, auparavant remplis d'une fureur glaciale, étaient maintenant écarquillés de stupeur. Il balaya la pièce du regard, passant outre Gavin, outre Kevin en larmes, pour se poser directement sur Henna. « Qui a dit ça ?» demanda-t-il. Gavin, pensant qu'Henna avait insulté le milliardaire, se précipita vers elle. « Espèce d'idiote! Qu'est-ce que tu lui as dit? Monsieur Al-Mansour, je vous présente mes excuses. Elle est nouvelle. Elle est renvoyée sur le champ. Sors de ma vue, Anna. » Silence. Tariq rugit. Le son claqua comme un coup de fouet. Gavin ferma la bouche, tremblant. Tariq retourna dans la pièce. Les gardes de sécurité avaient l'air perplexes. Ils n'avaient jamais vu leur patron s'arrêter une fois qu'il avait décidé de partir. Tariq s'approcha directement d'Hannah. Il la dominait de toute sa hauteur, dégageant une odeur de bois précieux et un léger parfum de whisky qui tachait son costume. Il regarda son badge, Anna. Puis il regarda son visage, ses cheveux châtains pâles tirés en arrière en un chignon désordonné, ses yeux fatigués. Elle ressemblait à toutes les autres serveuses surmenées de Londres. Mais les mots restèrent suspendus dans l'air. « Colorez-moi », ordonna-t-il. « Parle. » Hannah prit une inspiration. Elle changea à nouveau de langue, approfondissant son accent, se glissant dans la cadence rythmique et poétique des montagnes d'Alcho. « La colère d'un roi brûle la récolte, dit-elle en arabe. Mais la patience arrose les oliviers. La nourriture ici n'est pas digne de toi, s'est dit. Mais l'hospitalité ne doit pas mourir à cause d'un verre renversé. » Tariq la fixa, la bouche légèrement ouverte puis fermée. On aurait dit qu'il avait reçu un coup de pain dans le ventre. « D'où viens-tu » demanda-t-il en passant à l'anglais, la voix rauque. « Tu es américaine, britannique. »« Je suis d'ici, » répondit Hannah, gardant une voix calme malgré son cœur qui battait à tout rompre. « Mais j'ai vécu dans le village de Deor al-Kamar quand j'étais enfant. Mon père était archéologue, notre gouvernante. C'est elle qui m'a élevé, plus que ma mère. Elle parlait comme vous. » Les yeux de Tariq se plissèrent. Qui était-elle? Quelle famille? La famille Haddad, murmura Anna. Tariq recula d'un pas. Il passa une main dans ses cheveux, décoiffant sa coiffure parfaite. Il regarda son garde du corps, puis Hannah. La rage avait disparu, remplacée par une intense curiosité prédatrice. « Gavin, dit Tariq, sans regarder le directeur. « Oui, oui, monsieur, je me rassois. » Gavin semblait sur le point de s'évanouir de soulagement. « Oh, merci, monsieur. Merci, Kevin. Va chercher une nappe propre. Je vais chercher la carte des vins. » « Non. » Turk l'interrompit. Il pointa Hannah du doigt. «
C'est elle qui me sert, elle seule. Si quelqu'un d'autre s'approche de ma table, j'achète l'immeuble et je le transforme en parking. Tu comprends? Oui. Oui, bien sûr. Hannah, occupe-toi de M. Al-Mansour. Gavin lui lança un regard noir. Ne gâche pas tout. Hannah sentit le poids de tout le restaurant peser sur ses épaules. Elle acquiesça et raccompagna Tariq à la table 4. Elle débarrassa elle-même la nappe mouillée, ses mains bougeant avec efficacité. Elle sentait son regard posé sur elle, analysant chacun de ses mouvements. Quand elle lui versa un nouveau verre d'eau, il ne but pas. Il se pencha en avant. « La famille Haddad, dit-il doucement. Connaissiez-vous une femme nommée Leila? » Hannah marqua une pause. La bouteille resta suspendue au-dessus du verre. « Ila, c'était ma nounou. Elle m'a appris à faire du pain sur le esgueur. » Tariq laissa échapper un soupir qui ressemblait à un rire, mais qui était dépourvu d'humour. « Leila était ma tante. Elle a été exilée de notre famille il y a 30 ans pour avoir épousé un étranger. On nous a dit qu'elle était morte. » Hannah laissa tomber la carafe d'eau. Elle heurta la table dans un grand bruit et éclaboussa la table. Mais cette fois, Tar ne broncha pas. Il ne cria pas. Il se contenta de la fixer d'un regard intense qui brûlait. « Elle n'est pas morte, dit Hannah d'une voix tremblante. Elle est morte il y a 4 ans d'un cancer dans un petit appartement à Beyrouth. J'étais là, je lui tenais la main. » Tariq ferma les yeux. Pendant un instant, le magnat milliardaire disparut et un neveu en deuil prit sa place. Le masque du pouvoir tomba. Il rouvrit les yeux, qui étaient à nouveau durs, calculateur. « Tu n'es pas serveuse, dit-il. Tu es une affaire inachevée. J'essaie juste de payer mon loyer, dit Hannah en essuyant l'eau. Je ne veux pas d'ennuis. Les ennuis t'ont trouvé, Hannah, a dit Tariq. Il a fouillé dans la poche de sa veste et en a sorti un téléphone. Il l'a posé sur la table. Mon associé, Arthur Pellington, tente depuis des mois de prendre le contrôle du trust familial. Il prétend que ma tante Ila est morte sans héritier, ce qui signifie que sa part de la société, qui vaut des milliards, revient au conseil d'administration, qu'Arthur contrôle. Tariq se pencha vers elle. Mais si Leila était en vie il y a 4 ans, a-t-elle laissé quelque chose? Un testament? Une lettre? Hannah se figea. Elle se souvint de la vieille boîte en métal qu'Ila lui avait donnée avant de mourir. La boîte que Hannah avait gardée sous son lit dans le Queens pendant des années, sans jamais l'ouvrir, car Ila avait dit qu'elle ne devait être ouverte que le jour où les loups viendraient. « Elle m'a donné une boîte, » murmura Hannah. Les yeux de Tariq s'illuminèrent d'un triomphe terrifiant. « Prends ton manteau. »« Quoi? »« Prends ton manteau, » répéta Tariq en se levant et en boutonnant sa veste par-dessus la tâche. « Tu as fini de servir. Tu viens avec moi. »« Je ne peux pas partir comme ça. Gavin va me licencier. » Tariq regarda par-dessus l'épaule d'Hannah vers Gavin, qui les observait comme un faucon. Tariq éleva la voix. « Manager. » Gavin se précipita. « Tout va bien, monsieur Al-Mansour? »« Non, répondit Tariq. Cet employé vous vole. » Hannah eut le souffle coupé. « Quoi? Non, ce n'est pas vrai. C'est elle qui me vole mon temps, dit Tariq d'un ton suave. Je l'engage comme traductrice personnelle. À compter de maintenant, son salaire est désormais 10 fois supérieur à celui que vous lui versez. Elle démissionne. Gavin resta bouche bée. Elle démissionne, dit Tariq. Il se tourna vers Hannah. Allons-y, nous avons une boîte à ouvrir. Hannah regarda Gavin. Puis la cuisine où elle avait frotté les sols et pleuré dans le congélateur. Elle regarda Tariq, un homme qui la terrifiait, mais qui était le seul lien avec la femme qui l'avait élevé. Elle défit de son tablier et le laissa tomber par terre. « Je démissionne, dit-elle, alors qu'il sortait du restaurant. Le vent dehors semblait différent. C'était le début d'une tempête, mais Hannah ne savait pas qu'Arthur Pellington avait un espion dans le restaurant. Kevin, le serveur maladroit, n'était pas seulement maladroit. Il envoyait des SMS sous la station-service. Cible acquise. Al-Mansour a trouvé la fille. Préparez l'équipe. L'intérieur de la Maybach était silencieux, hermétiquement fermé contre la pluie fine et chaotique de Londres. Les sièges en cuir étaient doux comme du beurre, contrastant fortement avec les sièges en plastique dur du bus que Hannah prenait habituellement pour rentrer chez elle. Elle était assise contre la porte, les mains tremblantes sur ses genoux. Tariq Al-Mansour était au téléphone, parlant en français à toute vitesse d'une voix basse et mortelle. Il ne l'avait pas regardée depuis qu'ils étaient montés dans la voiture. « Gèle les comptes, Jane Lowe. »
Tous. Si Pellington essaie de déplacer le moindre centime, je veux le savoir. Peu m'importe si c'est légalement impossible. Fais en sorte que ça marche. Il raccrocha et jeta le téléphone sur le siège entre eux. Il regardait par la fenêtre les lumières floues de la ville. « Où habites-tu? » demanda-t-il sans tourner la tête. « Queen's Park, » répondit Hannah. « Un appartement en sous-sol sur Heartland Road. » Tarek appuya sur le bouton de l'interphone. « Queen's Park. Vite. » Aucun. Le chauffeur, un homme imposant dont le cou était plus large que la taille de Hannah, acquiesça. La voiture démarra en trombe. « Tu as peur, » observa Tarek. Il se tourna enfin vers elle. Dans la faible lumière des réverbères qui défilaient, son visage était un paysage d'angles vifs et d'ombre. « Tu viens de m'enlever de mon travail, » dit Hannah, trouvant un peu de courage. « Et tu penses que je fais partie d'un complot, c'est ça? »« Je t'ai servi du pain, » rétorqua Hannah. « Il y a 1 heure, mon plus gros problème était de payer la facture d'électricité. Maintenant, je suis dans une voiture avec un homme qui pense que je suis une espionne parce que je connais un dialecte. » Tarek l'étudia. Pour la première fois, son regard n'était pas accusateur. Il était évaluateur. « Tu ne connais pas seulement le dialecte, Hannah. Tu as l'accent de la vallée. Tu roules les heures comme les fermières de Dar el-Alamar. Tu n'as pas appris ça dans un livre. Tu l'as appris par amour. » Hannah détourna le regard. « Hila était tout pour moi. Mon père passait son temps à fouiller les ruines. C'était Hila qui me tressait les cheveux. C'était elle qui me chantait des chansons quand les bombes tombaient au loin. C'était ma personne préférée, dit Tarek, baissant la voix jusqu'à murmurer. Avant qu'elle ne parte, avant que Pellington ne nous dise qu'elle avait trahi la famille et s'était enfuie avec un voleur. Ce n'était pas un voleur, dit Hannah avec véhémence. Oncle Ibrahim était un poète, un homme gentil. Pellington vous a menti, nous verrons bien. La voiture tourna dans Heartland Road. C'était une rue bordée de maisons victoriennes étroites. Les voitures étaient garées pare-choc contre pare-choc. « Laquelle? » demanda le chauffeur. « La porte bleue numéro 42, » répondit Hannah. Mais lorsque les phares éclairèrent le numéro 42, le cœur de Hannah s'arrêta de battre. La porte d'entrée n'était pas simplement ouverte. Elle était décrochée de ses gonds. La vitre centrale était brisée. « Non, » allaita Hannah. « Maman est à la clinique, mais reste ici, » ordonna Tarek. Il fit signe aux agents de sécurité dans le SUV derrière eux. 2 hommes en sortirent, armes à la main, mais dissimulés sous de longs manteaux. « Ma boîte !» cria Hannah en attrapant la poignée de la porte. « Hannah, attends !» Tarek se précipita vers elle, mais elle était déjà sortie de la voiture et courait à toute vitesse sur le trottoir mouillé. Elle se moquait du danger. Cette boîte était la seule chose qui lui restait de la femme qui l'avait élevée. Elle courut à travers la porte cassée, dans le couloir étroit qui sentait le plâtre humide. Et maintenant, autre chose. De la violence. Son appartement était détruit. On aurait dit qu'un ouragan s'était abattu à l'intérieur. Le canapé était lacéré. Le rembourrage explosait comme de la neige. Les livres avaient été arrachés des étagères. Les pages étaient déchirées. Le matelas était renversé, coupé en lambeaux. Tous les tiroirs avaient été ouverts et vidés. Hannah se tenait au milieu du chaos, les mains sur la bouche. « Ils nous ont trouvés, » murmura-t-elle. « Comment nous ont-ils trouvés si vite? » Tarek s'approcha derrière elle, ses chaussures craquant sur les morceaux de verre brisés. Son équipe de sécurité fouilla la pièce, vérifiant la salle de bain et la petite cuisine. « Tout est clair, » dit un garde. « Mais ils étaient là récemment. La bouilloire est encore chaude. » Tarek regarda les dégâts, le visage assombri. « Kevin, » marmonna-t-il, « le serveur. Il a dû envoyer un signal au moment où nous avons parlé. » Il se tourna vers Hannah et lui saisit les épaules. La boîte. Où était-elle? L'avait-il prise? Hannah regarda l'espace vide sous son lit où elle la gardait habituellement. Vide. Elle avait disparu. Elle sanglotait. Je la gardais juste là. Tarek la relâcha, le visage déformé par la frustration. « Alors c'est fini, si Pellington a les documents. »« Attends, » dit Hannah. Elle s'essuya les yeux. Elle regarda la cuisine. Les intrus avaient cassé les assiettes et vidé les placards, mais ils avaient ignoré les poubelles. Elle courut vers la petite poubelle rouillée dans le coin. Elle débordait de marques de café et d'épluchures de légumes. « Hannah, ce n'est pas le moment de nettoyer, » s'écria Tarek. « C'est Hila qui m'a appris, » murmura Hannah en enfonçant ses mains dans la saleté. Elle disait « Si tu veux cacher un diamant,
mets-le dans la gueule d'un chien mort. Les gens ne regardent pas ce qui les dégoûte. Elle sortit un sac opaque et taché du fond de la poubelle sous 3 jours de déchets. Il était lourd. Moi, elle déchira le plastique. À l'intérieur, enveloppée dans plusieurs couches de toile cirée, se trouvait une boîte métallique rouillée peinte de paons décolorés. Tariq retint son souffle pendant une seconde. « C'est ça, murmura-t-il. Je me souviens de cette boîte. Elle y rangeait ses aiguilles à coudre. »« Pas des aiguilles, dit Hannah. Elle ouvrit le couvercle. À l'intérieur se trouvaient des papiers jaunis par le temps, une clé USB qui semblait dater d'il y a 10 ans et une petite pochette en velours. « Sécurisez le paquet !» ordonna Tariq, son énergie passant instantanément du désespoir à la précision militaire. « Nous partons maintenant, monsieur. » Le chef de la sécurité, un homme nommé Garrett, lui parla dans son oreillette. « Nous avons de la compagnie. 3 berlines noires tournent dans la rue. Pas de plaque d'immatriculation. Les nettoyeurs de Pellington. » Tariq grogna. Il attrapa la main de Hannah. « Tu me fais confiance? »« Non, répondit Hannah honnêtement. « Bien. La confiance te maintient en vie. Cours. Ils ne sortiront pas par l'avant. » Garrett ouvrit la porte arrière d'un coup de biais menant à un petit jardin clos. La pluie tombait maintenant plus fort. Ils coururent à travers la boue, escaladant un muret de briques pour rejoindre la ruelle voisine. Derrière eux, le bruit de lourdes bottes enfonçant la porte d'entrée de l'appartement de Hannah résonnait dans la nuit. « Ma mère !» haleta Hannah alors qu'ils couraient dans la ruelle vers un véhicule de secours qui les attendait. « Ils savent où j'habite. Ils vont la trouver. »« Mon équipe est déjà à la clinique, » dit Tariq en la tirant à l'arrière d'une camionnette de livraison banalisée qui venait de s'arrêter. « Elle est en train d'être transférée dans un établissement privé au moment où nous parlons. Je protège mes actifs, Hannah. » « Je ne suis pas un actif, dit-elle en frissonnant lorsque les portes de la camionnette se refermèrent et qu'ils s'éloignèrent à toute vitesse. « Jusqu'à ce que nous ouvrions cette boîte, dit Tariq en regardant la boîte rouillée sur ses genoux. « Tu es l'actif le plus précieux au monde. La maison sécurisée n'était pas une maison. C'était un bunker en béton brutaliste, déguisé en merveille architecturale moderne du milieu du siècle, perché sur les falaises de Douvres, surplombant la mer Noire agitée. Tariq versa 2 verres de brandy. Ses mains étaient fermes, mais ses yeux étaient hantés. Hannah s'assit sur un grand canapé blanc. La boîte en fer blanc posée sur la table basse entre eux ressemblait à une bombe qui n'avait pas explosé. « Pellington est le directeur du fonds Al-Mansour », expliqua Tariq en faisant les 100 pas dans la pièce. « Quand mon père est mort, j'étais trop jeune. Pellington a pris le contrôle. Il m'a dit qu'Hila était une traîtresse pour que je ne la cherche pas. Si elle avait vécu, elle aurait eu une voix prépondérante au conseil d'administration. Avec sa mort, Pellington avait la majorité. « Il t'a volé ta famille », dit Hannah doucement. « Il a volé un empire », corrigea Tariq. « Mais je peux gagner de l'argent. Le temps, je ne peux pas le racheter. » Il fit un geste vers la boîte. « Ouvre-la. » Hannah déplia la toile cirée. Elle sortit d'abord les papiers. C'étaient des certificats de mariage. Des vrais. Leila Al-Mansour et Ibrahim Khoury. Ils étaient mariés légalement, dit Hannah en parcourant l'écriture arabe à Chypre avant son exil. Cela signifie que sa part dans l'entreprise n'a pas été confisquée, dit Tariq en élevant la voix. La clause d'exclusion ne s'appliquait que si elle s'était mariée illégitimement dans le pays. Pellington a menti sur le lieu. Hannah prit la pochette en velours. Elle la renversa. Une lourde bague en argent tomba, arborant les armoiries de la famille Al-Mansour, un faux contenant une clé. « La bague de mon grand-père », murmura Tariq. « Il la portait quand il est mort. Pellington a dit qu'elle avait été perdue à l'hôpital. Il l'a volée. Non. » Les yeux de Tariq s'illuminèrent lorsqu'il comprit soudain. Grand-père la lui avait donnée. Il savait que Pellington était un serpent. Il la lui avait donnée pour qu'elle la garde en sécurité. Hannah prit le dernier objet, la vieille clé USB. Tariq sortit un ordinateur portable, un élégant modèle militaire. Il brancha la clé. Un fichier vidéo apparut. Date. Il y a 4 ans, Tariq cliqua sur « Lecture ». L'écran se remplit du visage d'une femme. Elle était mince, la peau pâle à cause de la maladie, mais ses yeux étaient féroces. Les yeux de Tariq. Leila. Tariq. La femme dans la vidéo avait une voix rauque. Sa voix était faible, mais son accent était prononcé. Si vous regardez cette vidéo, c'est que ma petite Hannah vous a trouvé ou que vous l'avez trouvée. Écoutez-moi attentivement. Tariq s'agenouilla devant l'écran.
Pellington n'a pas seulement volé l'entreprise, dit Hila. Il a tué votre père. Ce n'était pas une crise cardiaque. C'était un empoisonnement. De la capuche de moine dans son thé. J'ai vu Pellington échanger les tasses. C'est pour ça que je me suis enfui. Pas par amour, mais pour sauver ma vie, allaita Hannah. Tariq se figea comme une statue de glace. J'ai un fils, continua Hila. Il s'appelle Omar, il est caché. Pas avec moi. C'était trop dangereux. Il est dans un internat à Zurich sous le nom d'Omar Curry. C'est lui le véritable héritier. Mais toi, Tariq, tu dois le protéger. Pellington sait qu'Omar existe. Il le traque. Leila se pencha vers la caméra, les larmes coulant sur son visage. Le code du coffre-fort de Zurich et la date à laquelle je t'ai appris à monter à cheval. Ne nous laisse pas tomber, Habib. Le loup est à la porte, l'écran devint noir. Le silence dans la pièce était lourd, suffocant. Il a tué mon père, dit Tariq. Les mots sortirent sans émotion, ce qui était bien plus effrayant que des cris. Il m'a élevé. Il m'appelait son fils et il a tué mon père. Tariq. Hannah tendit la main et lui toucha le bras. Il vibrait de tension. Et Omar. Tariq se leva brusquement. J'ai un cousin de 12 ans, seul à Zurich. Soudain, les lumières de la maison sécurisée clignotèrent puis s'éteignirent. Le ronronnement du réfrigérateur s'arrêta. Les lourdes verrous électroniques des fenêtres se déverrouillèrent dans un cliquetis écœurant. Des lumières rouges d'urgence baignèrent la pièce d'une lueur sanglante. « Ils sont là, » dit Tariq. « Comment » s'écria Hannah. « Personne ne nous a suivis. » La clé USB, réalisa Tariq en fermant brusquement l'ordinateur portable. Elle contenait un traceur intégré dans le cryptage. Dès que nous avons accédé au fichier, elle a envoyé un signal de localisation. Pellington savait qu'Hila laisserait une trace numérique. Garrett, le chef de la sécurité, fit irruption dans la pièce, le sang coulant d'une coupure au front. « Monsieur, le périmètre a été violé. Ils ont un hélicoptère, des lunettes thermiques. Nous sommes 5 fois moins nombreux qu'eux. Nous devons nous rendre dans la cellule de crise. » « Non, » dit Tariq en attrapant l'ordinateur portable et la bague. « Si nous allons dans la cellule de crise, ils nous y enterreront tout simplement. Nous devons nous rendre au hangar près de la falaise. »« L'hélicoptère n'est pas prêt, monsieur. Alors nous le préparons, » cria Tariq. Il attrapa à nouveau la main de Hannah. « Tu peux courir? »« J'en ai marre de courir, » dit Hannah en retirant ses baskets de serveuse. « Mais oui, ça va. » Ils coururent à toute vitesse dans les couloirs sombres de la maison. Le verre se brisa dans l'atrium principal lorsque des grenades assourdissantes furent lancées à l'intérieur. Bang! Bang! Une lumière blanche les aveugla pendant une seconde. Des coups de feu éclatèrent, étouffés, crachant des sons semblables à des chuchotements furieux. « Baisse-toi » Tariq plaqua Hannah au sol alors qu'une balle transperçait le mur où se trouvait sa tête une seconde auparavant. Il sortit un pistolet de son étui, dans le creux de son dos, que Hannah n'avait même pas remarqué. Il tira 2 coupes de feu dans le couloir. Un homme cria de douleur. « Bougez !» Ils se précipitèrent sur la terrasse arrière. Le vent hurlait, fouettant leur visage de pluie. L'hélicoptère, un élégant Europter noir, était posé sur l'héliport à une 30aine de mètres. Mais entre eux et l'hélicoptère se tenait une silhouette. Elle portait un trench coat et tenait un parapluie qui semblait insensible à la tempête. C'était un homme âgé, distingué, aux cheveux argentés et au visage aimable, comme celui d'un grand-père. C'était Arthur Pellington. Il était flanqué de 4 hommes armés de fusils d'assaut. « Tariq, mon garçon » appela Pellington, sa voix couvrant le bruit du vent. « Tu as mauvaise mine. C'est du whisky sur ton costume? »« Vous l'avez assassiné » cria Tariq en s'interposant devant Hannah. « Vous avez assassiné mon père. » Pellington soupira en ajustant ses boutons de manchette. « Ton père était faible, Tariq. Il voulait donner les bénéfices de l'entreprise à des œuvres caritatives pour construire des écoles. J'ai sauvé l'entreprise. J'ai bâti l'empire qui a payé tes costumes, tes voitures, ton arrogance. Je t'ai fait. Tu as fait un orphelin, cracha Tariq. Et je peux en faire un autre, dit Pellington d'un ton agréable. Donne-moi la fille et de la clé USB. Retourne dans ton penthouse. Oublie ce que tu as vu. Tu peux garder ton allocation. Tariq regarda les hommes armés. Il regarda l'hélicoptère. Il regarda Hannah, tremblant sous la pluie, serrant la boîte en fer contre sa poitrine. Il réalisa alors qu'il avait passé toute sa vie à être le requin,
le prédateur. Mais il avait nagé dans un bassin construit par cet homme. « Hannah, murmura Tariq, sans bouger les lèvres. Quand je bougerai, cours vers le bord de la falaise. »« Quoi » murmura-t-elle en retour, terrifiée. « La falaise? Il y a un conduit d'entretien, une échelle. Elle descend jusqu'à la plage. Vas-y, je ne te quitterai pas. Tu as de la preuve. » Turk rugit. Il leva son arme. Pas vers Pellington, mais vers le réservoir d'essence de la voiture de sport de luxe garée à côté de l'héliport. Il tira. L'explosion provoqua une onde de choc de chaleur et de force. La boule de feu roula vers l'extérieur, renversant les hommes de Pellington. Pellington trébucha en arrière, perdant son parapluie. « Cours !» hurla Tariq. Hannah ne réfléchit pas. Elle se précipita vers le bord de la falaise. Elle trouva la balustrade, se balança et trouva les échelons rouillés de l'échelle. Elle descendit précipitamment dans l'obscurité, le rugissement du feu au-dessus masquant ses sanglots. Elle s'arrêta à 3 mètres de profondeur et leva les yeux. Tariq ne l'avait pas suivie. À travers la fumée et la pluie, elle le vit debout au milieu des flammes, les mains levées en signe de reddition, tandis que les hommes de Pellington l'encerclaient. Les crosses des fusils le frappaient. « Non !» cria-t-elle, mais le son se perdit dans le fracas des vagues en contrebas. Ils emmenèrent Tariq. Pellington marcha jusqu'au bord de la falaise et regarda en bas. Hannah se plaqua contre la roche humide, priant pour que l'obscurité la cache. Pellington fixa l'abîme pendant un long moment, puis se détourna. « Trouvez la fille, dit-il d'une voix qui descendait vers elle. Elle ne peut pas être loin. Et amenez le garçon à l'entrepôt. Nous avons une réunion de famille. » Hannah attendit que les feux arrière disparaissent. Elle était seule sur une falaise sous la pluie, sans argent, sans téléphone, et avec la preuve la plus dangereuse au monde cachée dans sa chemise. Elle regarda la mer déchaînée. « Je viens te chercher, » murmura-t-elle, l'accent des montagnes rendant sa voix dure comme l'acier. « Tu as oublié ta clé, Ced, et je vais te la rapporter. » La Manche était un vide noir sous la coque du ferry, agité par la même violence qui tourmentait l'estomac d'Hannah. Elle était assise recroquevillée dans un coin du pont-garage, cachée derrière une palette de caisses remplie de pièces automobiles. Elle tremblait, son uniforme de serveuse était taché de boue et de pluie séchée. Elle était enveloppée dans une couverture de laine grossière qu'un chauffeur routier compatissant nommé Wed lui avait donnée. Elle avait fait signe à oui à 5 du refuge, alors qu'elle marchait dans l'obscurité sur les routes secondaires. Lorsqu'il s'était arrêté, méfiant envers une femme seule sur les falaises, elle ne l'avait pas supplié en anglais. Elle lui avait parlé en arabe, reconnaissant son accent grâce au chapelet suspendu à son rétroviseur. « Yuraki, je suis perdu et les loups sont derrière moi. » Wed, père de 3 enfants originaires de Leeds, ne lui avait pas posé de questions. Il l'avait conduite au terminal du ferry et l'avait fait monter clandestinement dans sa cabine. À présent, alors que le bateau tanguait vers Kallala, Hannah ne pensait plus au froid, elle pensait à Tariq. Elle ferma les yeux et le vit debout dans la lueur du feu, le pistolet à la main, se sacrifiant pour qu'elle puisse s'enfuir. Le milliardaire qui l'avait regardé avec dédain quelques heures auparavant était devenu son sauveur. Le code du coffre-fort de Zurich est la date à laquelle je t'ai appris à monter à cheval. Hannah sortit la boîte en fer rouillé de sa chemise. Elle l'ouvrit avec précaution. La clé USB avait disparu. Elle était restée avec Tar, mais elle avait toujours les papiers et la lourde bague en argent. Elle regarda à nouveau le certificat de mariage. Leila Al-Mansour. Elle ne savait pas à quelle date Ila avait appris à Tariq à monter à cheval. Pellington avait inscrit le garçon Omar sur sa liste noire. Si les hommes de Pellington arrivaient les premiers au pensionnat de Zurich, le véritable héritier disparaîtrait et Tariq serait tué. Le ferry accosta à Kallala à 4 heures du matin. Hannah sortit discrètement du camion de Wed, le remerciant et lui promettant de le rembourser 1000 fois. Elle avait 50 livres sterling de pourboire dans sa poche et une détermination à toute épreuve. Elle prit 3 trains. Elle ne mangea pas. Elle dormit par tranches de 10 minutes, serrant la boîte en fer blanc comme une bouée de sauvetage. Quand elle arriva à l'Institut de la Rose, le pensionnat le plus cher du monde, niché dans les Alpes suisses enneigées, le 2e jour touchait à sa fin. L'école était une forteresse avec ses portes en fer forgé, ses caméras et ses gardes en uniforme impeccable. Hannah avait l'air d'une vagabonde. Elle savait qu'en s'approchant de la porte d'entrée, elle se ferait arrêter. Elle fit le tour du périmètre, la neige imprégnant ses fines baskets.
Elle trouva ce qu'elle cherchait près de l'entrée de service, les camionnettes de livraison de la cuisine. Elle attendit qu'une camionnette de boulangerie s'arrête devant la porte. Pendant que le garde vérifiait le bloc-notes du chauffeur, Hannah Commando se glissa sous le châssis. Elle s'agrippa au châssis graisseux, des grains de sable lui volant dans les yeux tandis que la camionnette roulait dans l'enceinte. Une fois à l'intérieur, elle se laissa tomber et roula dans un banc de neige. Elle était à l'intérieur. Elle connaissait le pseudonyme du garçon, Omar Khoury. Elle savait qu'il avait 12 ans. Elle se fondit dans l'ombre et se dirigea vers les dortoirs. Le campus était calme. Les élèves étaient dans la salle à manger. Elle regarda à travers les hautes fenêtres cintrées. Des centaines d'enfants de diplomates, de rois et d'oligarques étaient assis à de longues tables. Elle scruta les visages. Elle cherchait les yeux d'Hila, les yeux de Tariq, assis seul au bout d'une table, poussant des petites pois dans son assiette. Des cheveux bouclés foncés, une peau olive, une mâchoire mélancolique qui était le reflet de celle de Tariq. Hannah n'attendit pas. Elle trouva une porte latérale non verrouillée près de l'arrière-cuisine. Elle prit un blazer abandonné sur un porte-manteau. Il était 3 tailles trop petit, mais il couvrait son uniforme sale. Elle entra dans la salle à manger. Un préfet se leva. « Excusez-moi, vous ne pouvez pas rester ici. » Hannah l'ignora. Elle se dirigea droit vers le garçon. « Omar, dit-elle doucement. » Le garçon leva les yeux écarquillés. « Qui êtes-vous? »« Je suis une amie de votre mère, » murmura Hannah dans le dialecte de Deir Alamar. « Amy Batney, ma mère m'envoie. » Le garçon laissa tomber sa fourchette. « Ma mère est morte, elle l'est, » dit Hannah en s'accroupissant pour être à la hauteur de ses yeux. « Mais son frère est vivant. Tariq, et il a des ennuis. » Omar se raidit. « Oncle Tariq, l'homme dans les magazines. Oui, il a besoin de nous. Mais nous devons partir maintenant. » Hé! Un professeur marchait vers eux. La sécurité. Hannah attrapa la main d'Omar. « Tu fais confiance à ta mère? »« Oui. Alors cours avec moi. » Ils s'enfuirent. La salle à manger fut plongée dans le chaos. Hannah poussa un chariot de vaisselle sale sur le chemin du professeur. Ils se précipitèrent dans la cuisine, glissèrent sur le sol carrelé et sortirent par l'arrière dans la nuit glaciale. « Où allons-nous? » haleta Omar, son souffle formant des volutes dans l'air. « À la banque, » répondit Hannah. « Mais d'abord, nous devons survivre à cette nuit. » Alors qu'ils atteignaient la clôture périphérique, des phares balayèrent de la neige. Des SUV noirs, pas la sécurité de l'école. « Ils sont là, » réalisa Hannah avec un sursaut de terreur. Les hommes de Pellington escaladent le mur. Hannah aida Omar à escalader le mur de pierre. Il se précipita de l'autre côté et tomba dans la neige. Hannah le suivit, s'écorchant les mains. Ils coururent dans la dense forêt de pins qui entourait l'école. Les faisceaux des lampes torches traversaient les arbres derrière eux, fendant l'obscurité comme des sabres laser. « Je ne peux plus courir » cria Omar après avoir marché pendant 20 minutes dans la neige qui lui arrivait aux genoux. Hannah le tira derrière un gros rocher. Elle était en train de mourir de froid. Elle ôta son petit blazer et l'enveloppa autour de lui. « Omar, » dit-elle en claquant des dents, « pense que ta mère a appris à Tariq à monter à cheval. Sais-tu quand? » Omar la regarda, confus et terrifié. « Elle m'a raconté des histoires. Elle a dit que c'était le jour où la lune rouge est tombée. » La lune rouge. L'esprit de Hannah s'emballa. C'était une métaphore. Il la parlait par énigme et par poésie. « Quelle année? Quelle saison? »« Je ne sais pas, » sanglota Omar. « Je veux rentrer. Si tu rentres, ils te tueront, » dit Hannah d'un ton sévère. Puis elle s'adoucit. « La lune rouge, une éclipse lunaire, » se creusa-t-elle la tête. « Une éclipse lunaire totale visible au levant, il y a environ 20 ans. Juillet 2000. Non, janvier 2001. Réfléchis, Omar. L'a-t-elle célébré? Elle l'a dit. Elle a dit que c'était le 10e anniversaire de Tariq. Omar murmura. Tariq avait 32 ans. Cela signifiait il y a 22 ans. D'accord. Hannah dit, nous avons la clé. Une brindille craqua à proximité. Hannah pressa sa main sur la bouche d'Omar. Un homme en tenue tactique entra dans la clairière, tenant une lunette thermique. Il tourna la tête. Il regardait directement leur signature thermique. Je les ai trouvés, dit l'homme dans sa radio. Hannah regarda autour d'elle. Pas d'armes, pas d'échappatoire, juste un rocher et l'effet de surprise. « Restez baissés » siffla-t-elle à Omar. Elle se leva lentement, levant les mains. « Ne tirez pas » cria-t-elle en anglais. « Je me rends. Le garçon est blessé. » Le mercenaire baissa légèrement son fusil en souriant. «
Mission accomplie. Monsieur Pellington sera content. Il s'avança, cherchant ses menottes. Lorsqu'il fut à 2 mètres d'elle, Hannah ne se débattit pas. Elle ne donna pas de coup de poing. Elle fit ce qu'Ila lui avait appris à propos des montagnes. Le sol est ton arme. Elle donna un coup de pied dans le genou de l'homme, pas dans le haut, mais sur le côté, forçant sa jambe à glisser sur une plaque de glace cachée par la neige fraîche. Il glissa. Alors qu'il se débattait, Hannah se jeta sur lui. Elle ne chercha pas à lui prendre son arme. Elle chercha à lui prendre la radio qu'il portait sur la poitrine. Elle l'arracha et la fracassa contre le rocher. L'homme rugit, se releva précipitamment et l'attrapa par la gorge. Il la souleva du sol. Hannah lui griffa le visage, sa vision se brouillant. « Vlan !» Les yeux de l'homme se retournèrent et il s'effondra. Omar se tenait derrière lui, tenant une lourde branche d'arbre, la poitrine haletante. Hannah haletait, tombant dans la neige. Elle regarda le garçon de 12 ans. Il avait l'air terrifié, mais sa mâchoire était serrée. « Tu as le sang. » Hannah haleta. « Allez, nous avons besoin de sa voiture. » Londres. 48 heures plus tard, le siège social d'Al Mansour Global était une aiguille de verre transperçant le ciel gris du quartier financier. Au 90e étage, l'atmosphère était suffocante. La réunion d'urgence du conseil d'administration avait été convoquée à 9h. 12 hommes et femmes vêtus de costumes valant plus cher que des maisons étaient assis autour d'une table en bois pétrifié. À la tête de la table était assis Arthur Pellington. Il avait l'air impeccable, même si un bleu sur sa joue était recouvert de maquillage. À sa droite était assis Tariq Al-Mansour. Tariq avait l'air brisé. Son bras gauche était dans le plâtre, son visage était enflé. Sa lèvre était fendue. Il n'avait pas dormi depuis 3 jours. Il portait un costume neuf que Pellington l'avait forcé à enfiler. Mais il ressemblait à un prisonnier dans le couloir de la mort. « Mesdames et messieurs », commença Pellington d'une voix douce comme de la soie. « Merci d'être venus si rapidement. Comme vous le savez, Tariq traverse une crise personnelle et difficile. Le stress lié à son rôle de dirigeant a eu raison de lui. Les membres du conseil d'administration murmurèrent. Ils avaient vu les ecchymoses. Ils avaient des soupçons. Mais ils craignaient Pellington plus qu'ils n'aimaient la vérité. Tariq a décidé de démissionner de son poste de PDG avec effet immédiat, poursuivit Pellington. Et il me cède ses actions avec droit de vote afin d'assurer la stabilité de l'entreprise. Tariq. Pellington fit glisser un document sur la table. Un stylo Montblanc était posé dessus. Tariq fixa le papier. Transfert d'actifs. Signé, murmura Pellington en se penchant pour que seul Tariq puisse l'entendre. Sinon, j'enverrai l'ordre à Zurich. Mes hommes traquent le téléphone du garçon. Ce n'est qu'une question de temps. La main de Tariq tremblait lorsqu'il prit le stylo. Il avait tenu bon aussi longtemps qu'il avait pu. Il avait encaissé les coups dans l'entrepôt. Il avait refusé de parler. Mais pour Omar, pour ce garçon innocent, il devait céder. Il posa le stylo sur le papier. Ding! Les portes de l'ascenseur au bout du couloir sonnèrent. J'ai donné l'ordre de ne pas m'interrompre. Pellington s'écria à l'intention du garde de sécurité près de la porte. « Occupe-t'en !» Le gardien sortit. Une agitation s'ensuivit, un bruit sourd. Les doubles portes de la salle de réunion s'ouvrirent. Ce n'était pas une équipe de commando. C'était une femme. Anna se tenait là. Elle portait un tailleur noir sur mesure qu'elle avait acheté avec l'argent du portefeuille du mercenaire. Ses cheveux étaient lissés en arrière. Elle avait l'air épuisée, battue, mais rayonnante de fureur. Et elle tenait un garçon par la main. « Je m'oppose à cette motion », annonça Anna, sa voix résonnant sur les parois vitrées. Pellington se leva, sa chaise raclant violemment le sol. « Sécurité, faites sortir cette ordure d'ici. »« Assieds-toi, Arthur, » dit Tariq d'une voix rauque. Il laissa tomber son stylo. Il regarda Hannah et, pour la première fois depuis des jours, la vie revint dans ses yeux. « Qui êtes-vous » demanda le président du conseil d'administration. « Un vieil homme nommé Lord Sterling. Je suis la mandataire de l'actionnaire majoritaire, » dit Hannah en se dirigeant vers la table. Les agents de sécurité hésitèrent. Il y avait quelque chose de majestueux dans sa démarche. « Il n'y a pas d'autres actionnaires, » grogna Pellington. « C'est une farce. Leila Al-Mansour n'est pas morte. Hannah a dit qu'elle était décédée il y a 4 ans. » « Oui, mais ses actions n'ont pas été reversées au conseil d'administration. Elles sont allées à son fils. » Elle poussa doucement Omar vers l'avant. Le garçon tremblait,
mais il regardait la table d'inconnu de ses yeux sombres et intenses. « Voici Omar Khoury, dit Hannah. Le fils de Leila Al-Mansour est le propriétaire légitime de 51% de cette société. »« Mensonge !» cria Pellington. « Hila est morte sans enfant. C'est un gamin des rues qu'elle a ramassé. »« Nous avons le test ADN, dit Hannah en posant un dossier sur la table. Elle s'était arrêtée dans une clinique privée à Genève en chemin, précipitant les résultats grâce à un pot de vin qui avait coûté au reste des mercenaires leur argent. Et nous avons autre chose. Elle fouilla dans sa poche et en sortit la lourde bague en argent. Elle la posa devant Lord Sterling. « Vous avez donné cela à Leila, dit Hannah au vieil homme. Avant son départ, vous lui avez dit de la garder à l'abri des loups. » Lord Sterling prit la bague. Ses mains tremblaient. « La clé Falcon, murmura-t-il. Falcon, murmura-t-il. Je ne l'ai pas vue depuis 30 ans. » Il regarda Omar. Il regarda Tariq. La ressemblance était indéniable. Et Hannah dit, en se tournant vers Pellington, « Nous avons le coffre-fort de Zurich. » Pellington pâlit. « Nous l'avons ouvert ce matin, dit Hannah. Il ne contenait pas seulement le testament de Leila. Elle contenait les enregistrements audio qu'elle a faits avant de s'enfuir. Des enregistrements de toi, Arthur, discutant du dosage des moines pour le père de Turk. La pièce devint silencieuse comme une tombe. « C'est une invention, » balbutia Pellington en reculant. « C'est une serveuse, une inconnue. Je suis traductrice, le corrigea Hannah d'une voix froide, et je traduis ton avenir. Il ressemble à la prison. » Tariq se leva. Il contourna la table. Il ne regarda pas le tableau. Il regarda Pellington. « Vous m'avez dit que j'étais seul, dit Tariq calmement. Vous m'avez dit que je n'avais pas de famille. Vous avez essayé de me transformer en vous. » Tariq le frappa. Ce n'était pas une gifle. C'était un crochet du droit qui portait 30 ans de chagrin. Pellington s'effondra sur le sol. « La police est dans le hall, dit Tariq à la salle stupéfaite. Laissez-les entrer. » Il se tourna vers Hannah. Il se moquait des membres du conseil d'administration qui haletaient ou de Pellington qui gémissait sur le sol. Il la regarda, puis regarda le garçon. Il s'agenouilla devant Omar. « Bonjour, cousin, dit Tariq, la voix brisée. Omar hésita, puis jeta ses bras autour du cou de Tariq. Tariq le serra dans ses bras, enfouissant son visage dans l'épaule du garçon, pleurant ouvertement. Hannah les regardait, les larmes coulant sur son visage. Elle avait réussi. Elle avait transmis le message, et elle se retourna pour partir. Son travail était terminé. Après tout, elle n'était qu'une serveuse. « Hannah !» appela Tar. Elle s'arrêta. « Où vas-tu » demanda-t-il en se levant, une main posée sur l'épaule d'Omar. « À la maison » répondit-elle. « Je dois retrouver ma mère. Je dois réfléchir à la suite. »« Tu ne vas nulle part, » dit Tariq. Il s'approcha d'elle. Il prit sa main rugueuse et meurtrie, dans la sienne. « Tu as oublié ta clé, » murmura-t-il, reprenant les mots qu'elle lui avait dits au restaurant. « Je n'ai pas de clé, » sourit-elle faiblement. « Tu en as une maintenant, » dit Tariq. « Tu détiens la clé de cette famille. Tu nous as sauvés. » 6 mois plus tard, le Gilded Oak ferma ses portes. À sa place s'élevait un nouvel établissement, le Livingstone. On n'y servait pas de cuisine moléculaire, ni de minuscules portions de mousse. On y servait du pain chaud, de l'agneau rôti et des plats des montagnes du Levant. C'était le restaurant le plus difficile à réserver à Londres. Hannah se tenait dans la cuisine, vérifiant les commandes. Elle ne portait pas d'uniforme de serveuse. Elle portait une veste de chef avec son nom brodé sur la poitrine. Chef appela le sous-chef. La table 4 demande à voir le propriétaire. Hannah s'essuya les mains et se dirigea vers la salle à manger. L'éclairage chaleureux faisait briller les luminaires en cuivre. L'odeur du za'atar et du pain chaud emplissait l'air. À la table 4 étaient assis Tariq et Omar. Omar riait, il avait l'air en bonne santé et heureux. Il portait l'uniforme d'une prestigieuse école londonienne. Tariq semblait plus jeune, les cernes sous ses yeux avaient disparu. Il n'était plus PDG. Il avait nommé un administrateur pour diriger le conglomérat pendant qu'il se concentrait sur la fondation qu'il avait créée au nom de son père. « La nourriture est-elle acceptable, messieurs ?» demanda Hannah en croisant les bras avec une sévérité feinte. « Horrible !» répondit Tariq en souriant. « Le houmous est trop lisse. Je le préfère avec des morceaux. Alors tu peux aller dans la cuisine et le préparer toi-même. » le taquina Hannah. Omar rit. « Ne le laisse pas faire, Hannah. Il brûle les toasts. » Tariq tendit la main et prit celle d'Hannah. La salle à manger s'estompa.
Nous avons reçu le verdict aujourd'hui, dit Tarek doucement. Pellington a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. C'est fini, soupira Anna, soulagée d'un poids qui lui pesait enfin sur la poitrine. Pas tout, dit Tarek. Il fouilla dans sa poche, il n'en sortit pas une bague. C'était trop cliché, et ils n'en étaient pas encore là. Il sortit un trousseau de clés. Qu'est-ce que c'est demanda Anna. Cher Alamar, dit Tariq, j'ai acheté l'ancienne maison Haddad, celle où Leila t'a élevé. Elle est à toi, pour ta mère, pour toi, quand tu voudras y retourner. Hannah fixa les clés, des larmes lui montèrent aux yeux. Tu as acheté ma maison, tu m'as rendu la mienne, dit Tariq. C'est le moins que je puisse faire. Il se leva et lui baisa la main. Ce n'était pas un milliardaire qui embrassait une soumise. C'était un homme qui embrassait son égal. Mais Tariq ajouta, les yeux pétillants. « J'espère que tu n'y retourneras pas trop souvent. Ma chef préférée me manquerait. » Anna referma sa main sur les clés. Elle regarda Tariq, puis Omar, puis le restaurant rempli de rire et de vie. « Je pense que je vais rester un moment, dit-elle. J'ai beaucoup de bouches à nourrir. » Elle retourna vers la cuisine, le cœur rempli de joie. Elle n'était plus seulement une serveuse qui parlait un dialecte. Elle était la fille qui parlait aux lions et les faisait écouter. Anna n'avait pas seulement sauvé un milliardaire cette nuit-là. Elle avait sauvé une famille, un héritage et elle-même. Elle avait prouvé que l'arme la plus puissante au monde n'était ni l'argent ni le statut social. C'était la vérité exprimée dans le langage du cœur. Tariq avait appris qu'un roi n'était rien sans son peuple et que parfois, la personne qui vous sert votre eau était le seul à pouvoir vous sauver la vie. Auriez-vous risqué votre vie pour aider un étranger qui vous a maltraité simplement parce que vous partagez un lien? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire de trahison, de courage et de rédemption, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime », à partager cette vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires incroyables qui vous plongeront dans le drame de la vie réelle. Activez les notifications pour ne manquer aucun rebondissement. Merci d'avoir regardé. Das war wirklich schade. Unlucky Game. So weird und über Schwäbisch, ja, hab ich jetzt auch gelernt. Dann spreche ich anscheinend wie Gecki. Meine Winrate. You want me to just wanna be with you. Match found. Sollte auch kein Hate sein. Schwäbisch sollte kein Hate sein. Ah! Ne. Auf welchen Initiator haben wir Lust, Chat? Everyone is afraid of something. Ja, wir haben keinen schwäbischen Mod. Nee, haben wir nicht, glaube ich. Hatte ich die Jet nicht gerade in meinem Game? Ja, Feld. Ja, ich wollte eigentlich auch Eis spielen, Mann. Resources. Spend them wisely. Das war die gerade, ne? Heißt das, in Velo weniger Cringe-Namen sind? Nein. Wir haben einfach nur Glück heute. Anyone got ghost skin?
Yoru, you like cats? Itadakimasu. Yoru, you like cats? Yeah, brother. Itadakimasu. Oh, nice. Ich glaube, ich sollte hier die Fresse Not halten. my ack. You like fat ones? No more Yeah. dreams. I'll find you. Das ist eine Lobby, wo ich glaube ich die Fresse halt. Bring them down. One enemy remaining. Team Ace. Nice, Team Ace. Now Hatte gerade this. wieder ein Bot-Room mit. Nice start. Die haben auch so, als hätten die beim Hähnchen gehalten. Geil. Spook those guys. Can I have your sheriff, Yoru? So. Oh, Took it, brother. thanks for the gift, man. Careful. 0,20. Oh Gott, ey. To work. Zimmer fing es an, mit dem Erfolg schon mit den fucking Jahren. Heute ich, was ihr alle wollt. Bring them down. Cutting through. Bring them down. Ah, Digga, wie lang geht das denn? Backside. Ich wollte gerade 70 sagen. Spike Fast down. exposed als Deutsche. Last player standing. We lose this one because nobody buy. Let's try. That Reyna is not as fearless as she appears. Guys, Someone have a sheriff skin? I have match point. Either you let me plant, and then you hold side, or you plant and I take more space as a duelist. But that I plant and then you just give me up, that's like not working. Can we fake on A and go to B? Because it's obvious we can go A. Digga, die reden in Gold so viel. Das ist ja geisteskrank. I wall left side again. Let's go B, let's go B. I'll find you. Let's go. Let's go B, guys, let's go Nee, B. wir Right side, sind right auf side, watch out, watch out. okay. Come B, come B, come B. Come on. Aber Nah. Spike down A. I have the spike. Last player Mid, standing. mid, mid. Brother. One enemy remaining. First was on the link. Also jetzt. Spike planted. Ich hab nicht genug Zeit geholt. Nice try, nice try. I mean, if you would have thrown the util, then you would They have think got like. themselves are equals. Yeah. They are mistaken. Voll mute. Nee, in die kommt kein Voice-Chat. Niemals. Claw through them. Decoy. Shadows traveling.
destroyed. Gutes Ding. Where are you? Throwing net. Reloading. Take hold. Spike down B. I have the spike. Spike planted. Yatasha. My ult is ready. One enemy remaining. Wahrscheinlich lieber Terrible. Someone's B. Ich liebe es, die Option zu haben, einfach komplett Full Mute zu gehen. Und dann wirst du natürlich angeschrien in League, wenn du nicht im Voice Chat bist, weil es ja basically Trolling ist, was ja auch Sinn macht. Wenn alle anderen Voice benutzen, ist das Trolling, wenn du den nicht benutzt. Aber er wird doch niemals etwas Gutes bei rumkommen, wenn du die Voice Chat reinbringst. Meinst du, die komplette League-Community wäre dann... Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass es gut fürs Game wäre. There's no need for the enemy to suffer. Kill them fast. Give them darkness, Omen. Und was warten wir? Decoy. Going up. Bring them down. Cutting through. Bring them down. Oh, you ain't coming back. My Where ultimate's are you? ready. Very